Soyez purs comme la colombe et prudents comme le serpent, les paroles de notre Seigneur qui sont à mon avis un très bon guide en politique. Être à la fois radical et non pas extrémiste, je ferai la distinction entre les deux. Le radical est celui qui traite les problèmes à la racine, l'extrémiste est ce narcissique moderne qui connaît à travers le militantisme politique peut-être un grand moment d'exaltation personnelle, mais qui ne construit pas pour le bien commun. Donc radicalité et prudence, sachant que la prudence n'est évidemment pas le juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu entre la vérité et l'erreur. Alors, radicalité et prudence pour aborder cette question du défi identitaire. Alors c'est une question très large qui demande un état des lieux. Jean-Paul Gourevitch, il donne des chiffres. Alors lui, c'est intéressant parce que c'est un démographe. Alors lui juge qu'il y a en France actuellement 11 à 13 millions de personnes d'origine étrangère. Ça fait à peu près un Français sur 5. Qu'est-ce qu'un étranger? Ce sont des personnes d'origine étrangère. Et c'est la catégorie la plus pertinente parce qu'elle prend en compte à la fois les immigrés, donc là au sens statistique, les gens qui sont nés avec la nationalité étrangère à l'étranger. Kader, marocain né au Maroc, qui dans les années 70 vient travailler en France. Voilà ce qu'est un immigré au sens statistique. Et puis il y a les descendants d'immigrés, il y a les descendants de Kader. Kader est très facile à identifier. Il est d'une nationalité étrangère, il est né à l'étranger. Donc c'est très facile de l'identifier. Il arrive en France, il fait des enfants. Ces enfants naissent en France par la magie du droit du sol, deviennent des Français. Oui, mais ils ont un père qui a la nationalité étrangère ou qui du moins est né à l'étranger. Donc on peut aussi très bien les compter. Cette deuxième génération d'immigrés, c'est facile. La troisième génération, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile puisque ce sont des descendants d'immigrés. Donc ce sont des enfants de Français, je mets entre guillemets, ils ne sont pas Français. Et ils sont Français que de papier. Et donc ils naissent en France d'une personne qui est elle-même née en France. Et donc ces deux générations sont françaises et la troisième génération est exclue de ce calcul. Donc quand on dit il y a 11 à 13 millions de personnes d'origine étrangère en France, cela inclut pas mal de personnes européennes qui nous posent assez peu de problèmes au quotidien, mais cela exclut la troisième génération d'immigrés afro-turco-maghrébins. Donc ces chiffres sont très impressionnants. On a 11 à 13 millions de personnes, donc sur une population d'environ 67 millions, je crois. Et donc, il y a véritablement un grand remplacement. La question ethnique et la question migratoire n'est pas seule. C'est une condition qui est importante, mais qui n'est pas suffisante à définir la France. N'importe quel blanc dans le monde, aussi féru soit-il de culture française, n'est pas automatiquement un Français. Il faut plus. Et là où je veux en venir, eh bien, c'est la question du grand déracinement, qui est dans une certaine mesure plus grave, dans la mesure où il va durer plus longtemps et où il est plus difficile à combattre. Puisqu'il s'agit en fait, au fond, pas seulement de refaire une majorité électorale, mais de refaire un peuple. Il y a un grand déracinement d'abord culturel, c'est évident. Nous sommes à la fois américanisés et on l'oublie, africanisés aussi. On est véritablement africanisés. Vous voyez le succès par exemple de l'autotune. Eh bien l'autotune en fait imite le timbre d'un chanteur de rail. Le phénomène du twerk aussi, qui est une danse qui vise à utiliser ses fesses comme un instrument, c'est un phénomène qui renvoie aussi évidemment à une réalité plus africaine qu'européenne et qui rencontre un grand succès, notamment en Russie, dans beaucoup de pays très blancs dans le monde slave, qui a un certain succès aussi en France. Et puis il y a un rapport même à l'esthétisme, un rapport aux femmes qui est devenu de plus en plus africain. Regardez les standards de beauté sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On est véritablement dans la femme objet. Et tout ça pour correspondre à des standards qui sont plus européens. Et donc on a ce double phénomène d'américanisation, d'africanisation aussi au niveau du vocabulaire utilisé, des attitudes utilisées par les jeunes blancs déracinés de cité qui n'ont d'autres références communautaires que les jeunes africains ou les jeunes arabes de leur voisinage. Il y a un grand déracinement aussi économique, évidemment. Nous vivons sous l'empire du gigantisme, c'est-à-dire que tout est trop gros. Et les grandes structures aujourd'hui qui déterminent notre vie économique sont des structures opaques, lointaines, incontrôlables. Tout est trop gros, l'État est trop gros, le marché d'une certaine manière est occupé par des situations de monopole et par des multinationales qui ont un pouvoir tel et qui dégagent
de tels revenus que le PIB de certains États est encore inférieur aux revenus générés par ces multinationales qui ont une influence énorme. Donc nous vivons sous l'empire du gigantisme, à mon avis, sous deux formes. D'une part, le libéralisme et d'une part, l'étatisme. Donc il y a le libéralisme, qui est une philosophie politique qui est complète, qui est cohérente. Je pense que le libéralisme est un bloc. Parce que son axe de base, c'est que la liberté individuelle est l'axiome suprême dans une société. Et donc il se manifeste politiquement, c'est la grande vague des auteurs anglophiles au XVIIIe siècle qui vantent le système parlementaire à l'anglaise. C'est aussi un système économique qui vante une liberté économique, et en soi la notion est évidemment juste, nous y reviendrons, mais le libéralisme en fait un absolu. Il y a une conception d'abord juridique et philosophique, et mettre l'accent sur le droit de propriété et sur toute forme de liberté individuelle. Les réalités sociales communautaires n'existent pas dans la vision libérale qui adhère à ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique, une méthode de regard sur la société qui est une méthode individualiste. L'individu prime et l'individu seul compte. Ce libéralisme, cet individualisme économique, en fait, a déroulé le tapis rouge au socialisme. Alors, étatisme, oui, puisque sous l'Ancien Régime, la solidarité, les activités culturelles, spirituelles, et même au XIXe siècle, les premières bibliothèques, tout cela, aujourd'hui, sont devenus propriété de l'État. La France, disait Jacques Bainville, la France d'Ancien Régime était hérissée de liberté, c'est-à-dire de pouvoir, de communauté. Parce que qu'est-ce qu'une liberté? C'est un pouvoir qui est conçu pour faire le bien. Et la libertas, chez les Romains, c'est la capacité de nourrir sa famille. C'est l'espoir même modeste d'une éventuelle ascension sociale. Et la capacité financière de s'acheter une lance et un bouclier pour défendre la patrie le jour où on est appelé à la guerre. Nous sommes des débiteurs insolvables à jamais à l'égard de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire que nous ne pourrons jamais rendre le capital culturel, le patrimoine que nos anciens ont accumulé depuis des siècles. C'est impossible. On a donc moins de liberté paradoxalement, parce qu'on a moins de prise sur notre propre vie, parce que nous sommes autonomes en rien. Les 95% des produits manufacturés et consommés en France sont fabriqués à l'étranger. Eh bien, c'est toute notre vie qui a été délocalisée, nous avons été dépossédés de notre autonomie, même culturelle. Non, je n'ai pas été nourri de cela. Et comme beaucoup de Français, j'ai connu Homer Simpson avant de connaître Homer, l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. J'ai connu les super-héros transgéniques avant de connaître Achille, Charles Martel et Sainte Jeanne d'Arc. C'est la réalité de la plupart des Français. Et donc il y a un déracinement qui est total et qui pourrait se traduire par perte d'autonomie dans tous les domaines. Il y a un déracinement évidemment ethnique avec cette idéologie insidieuse et permanente du métissage qui est insupportable. On a fait d'un choix privé une idéologie, une politique. Un déracinement évidemment sexuel avec les théories du genre et toutes sortes de remises en cause de fondamentaux anthropologiques qui se répandent. Un grand déracinement spirituel, quand c'est pas l'islam, c'est cette espèce de bouddhisme de comptoir, de zen. Et puis un déracinement de l'autorité. Alors c'est le dernier en date, hein. Vous le voyez avec les menaces qui pèsent sur l'instruction, sur l'école à la maison. Sur la vaccination, désormais les jeunes à partir de 16 ans, je crois, peuvent, sans l'accord de leurs parents, se faire injecter un vaccin encore en phase expérimentale dont l'action sur l'ADN et en termes de modification génétique est réelle et donc suffisamment inquiétante pour qu'on exerce la vertu de prudence. Donc il y a un grand déracinement qui est total, et à ce grand déracinement, eh bien, il faut opposer une résistance globale. Alors il y a une résistance politique à mettre en avant déjà. En politique, il y a une grande difficulté. Il y a des idées justes, mais il est parfois trop tôt pour les évoquer. Mais elles pourraient concrètement fonctionner dans le combat politique, et j'attire vraiment votre attention là-dessus, une part de gratuité. On doit aussi combattre comme Jeanne d'Arc. Les hommes d'armes combattent et Dieu donnera la victoire. Qu'est-ce que la remigration? C'est d'abord l'alternative à l'assimilation. L'assimilation a toujours été quelque chose de spontané, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sont assimilés. Est assimilé ce qui est assimilable. Politique d'assimilation, déjà là il y a un oxymore, c'est pas possible. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a jamais imposé aux immigrés italiens, polonais, russes et autres de prendre des cours d'histoire le soir après l'usine. On n'a pas interdit des antennes paraboliques pour capter les chaînes étrangères sur les barres d'immeubles. On fait un peuple déjà avec une origine commune, avec une volonté aussi commune, et cette volonté, on ne la forcera pas. Donc ces exemples existent, mais je vous invite à penser au niveau du bien commun.
le niveau pertinent de la réflexion en politique, c'est le bien commun. Je pense que la priorité est de refranciser ce pays et notre peuple avant de tendre la main à des personnes étrangères de bonne volonté, qui dans tous les cas, si elles sont vraiment de bonne volonté, eh bien, elles sont déjà avec nous et deviendront françaises, ou leurs enfants le deviendront, ce qui est l'essentiel. Ce qui nous mène donc à la remigration. Puisque nous ne pouvons pas vivre ensemble, puisqu'ils sont désormais trop nombreux et trop forts pour être convaincus de vivre comme nous, eh bien, il faut qu'ils partent. C'est-à-dire qu'on ne mettra pas en place de remigration, de transfert de population vers l'Afrique du Nord, la Libye, la Turquie et autres, sans reprendre notre première place dans le monde et d'abord en Méditerranée. La remigration dépend du succès de notre politique étrangère en Méditerranée. C'est une question de courage politique au niveau national. Qui va la mettre en place? Il faut aussi mettre au pas l'administration judiciaire, peut-être remettre en cause le principe de l'indépendance de la justice. Comment se fait-il que des juges dans des tribunaux puissent remettre en cause une décision prise par le préfet de renvoyer quelqu'un à la frontière? Distinction des pouvoirs, oui, séparation, non. Nous travaillons en vue du bien commun. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, c'est un mythe. Et lutter gratuitement et semer pour le futur. Et je vous invite à vous tourner vers des actions modestes, mais concrètes, et petites, mais réalistes. Il n'y a aucune structure qu'on ne puisse pas, un minimum, influencer. Mais je n'appelle pas non plus à l'entrisme. L'entrisme, c'est entrer dans une structure pour la tourner de l'intérieur à la faveur de ses idées. Il y a plein de moyens d'agir. Créer une école en contrat, créer un journal, se présenter à une élection, c'est agir. Qu'est-ce qu'un maire? Un maire est quelqu'un qui a un pouvoir de politique culturelle, qui peut décider des abonnements à la bibliothèque municipale, à tel ou tel journaux, qui peut faire intervenir des personnes pour parler d'éducation affective correctement dans des collèges. C'est quelqu'un qui a un pouvoir de police, c'est-à-dire d'assurer la sécurité dans sa ville. Donc on peut agir au niveau local, et je pense qu'il faut agir aussi au niveau personnel et familial. Il faut concevoir dès maintenant l'enracinement comme une entrée en religion. Soyons aussi des missionnaires de notre identité, de notre culture, de nos terroirs, de notre patrimoine. Bannissons les anglicismes, par exemple. Pull vert, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre par-dessus. Un slip, ça veut dire quoi? Ça veut dire enfiler. Un t-shirt, chemise en forme de T. Mais vous voyez la pauvreté affligeante de notre langage depuis que nous sommes soumis aux anglicismes. Alors, on n'a peut-être pas tous l'âme d'un résistant, de quelqu'un qui demain va se dresser devant un char. Cependant, on peut au moins, comme disait Solzhenitsyn, refuser de collaborer. Ça passe par plein de choses, par des éléments de langue locale ou d'argot, peut-être dans des régions où la langue locale est tellement perdue qu'il n'en reste plus rien, ou dans des régions très francisées déjà depuis longtemps historiquement. Il y a toujours une part de volonté dans l'identité. On est dans une situation aujourd'hui assez paradoxale, où nous sommes plus ou moins des déracinés. Nous déplorons le fait que ce monde tourne uniquement sur une volonté individuelle capricieuse, et en même temps, pour nous réenraciner, il faudra faire un très gros travail de volonté personnelle et faire le choix d'une identité. Donc d'un drapeau, d'un mode de vie, d'une architecture, d'une épouse, d'un métier, d'un lieu de vie. Il y a de partout des livres sur le folklore provençal, le berrichon, dans le bourbonnais, etc. Ça existe. Il faut partir à la reconquête de ce trésor et le rendre actuel pour nos enfants. L'enjeu fondamental, comme le disait Frédéric Mistral, il ne s'agit pas seulement de faire une majorité électorale, il s'agit de refaire un peuple. Débarrasser nos villes de toute la propagande covidiste en ce moment, arracher les affiches, bon, peut-être faudra le couper, centres de vaccination et autres. Voilà.